Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Je m'appelle Pierre-Luc Houd, je suis avec Amélie Turcotte. Bonjour. Bonjour Pierre-Luc. Ça va bien? Bonjour à la maison, oui ça va bien. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce tout dernier épisode de la deuxième saison de Home Studio Yoga pour tous. J'espère que vous avez apprécié les 13 premiers épisodes et que vous avez pratiqué les choses qu'on vous a proposées, les postures qu'on vous a proposées, pour faire en sorte que vous allez pouvoir passer la prochaine demi-heure assis, puisqu'on ne fera pas de posture aujourd'hui, sinon pratiquer la posture assise. On va plutôt discuter. On va faire du yoga de la langue. Et puis parler un peu de ce qu'est le yoga. On peut vivre quelques expériences de yoga, mais continuer de se demander, mais qu'est-ce que le yoga au juste? Qu'est-ce qui structure tout ça? D'où ça vient? Où ça va? Est-ce que c'est juste des postures? Est-ce que ça va ailleurs? Alors, c'est un peu de ça qu'on va traiter aujourd'hui. Oui, ça me fait penser dans les premières années avant que Pierre-Luc fasse du yoga, quand je faisais quelques années que je faisais du yoga, j'ai dit à Pierre-Luc, tu sais, oui, mais Pierre-Luc, c'est bien plus que des exercices pour ton dos, le yoga. Puis il était là, le yoga, c'est des étirements, tu renforces ton dos. Mais non, c'est ça. Il ne comprenait pas comment que. Là, je disais, ouais, mais c'est des outils pour cheminer, pour grandir, pour s'observer, pour devenir une meilleure personne. Pierre-Luc, il ne me croyait pas. Non, en effet, je ne croyais pas. Puis, je pense que ce dont on va parler aujourd'hui, ça va aider, ça m'a aidé en tout cas à comprendre un peu où Amélie voulait en venir, parce que ça donne une vision un peu plus globale de la chose. Quelle est la destination? Parlant de destination, il y a certains écrits qui disent que le yoga a été développé pour permettre aux grands méditants de pouvoir méditer très longtemps. Alors, c'est pas tout le monde qui s'entend là-dessus, mais c'est une idée qu'on peut recevoir. Puis je trouve ça intéressant parce que, comme on l'a dit plusieurs fois dans la saison, on fait beaucoup de yoga, mais pourquoi au fond? Pour s'asseoir, pour se coucher, pour se tenir debout, pour faire des choses très simples. Alors, si on veut pouvoir méditer pendant ne serait-ce que juste une demi-heure et être confortable dans une posture assise, il faut avoir développé son corps en fonction de ça. Oui, puis d'ailleurs, les écrits, un peu comme notre référence en yoga, ce sont les Yoga Sutras. Il y a plusieurs versions, plusieurs interprétations de ces Yoga Sutras-là. Mais le premier aphorisme, c'est « Le yoga consiste à mettre un terme aux sollicitations du mental ». Donc, quand on médite, c'est les sollicitations du mental qui sont les plus... avec lesquelles on joue, finalement. On joue, effectivement. Puis, des fois, c'est difficile à croire que ces tirés va nous aider à calmer le mental. Mais bon, il faut le vivre. Puis après un certain temps, est-ce que tu es d'accord avec cette phrase, Pierre-Luc? Oui, absolument. Et puis, ceci étant dit, il ne faut pas partir avec le résultat. Donc, le yoga, c'est comme une fleur. Ou plutôt, le résultat de la pratique du yoga, c'est comme une fleur. Alors, on ne tire pas dessus, on ne choisit pas sa couleur, sa hauteur, sa forme. On l'arrose, on la regarde, et puis, 14 semaines, 2 ans, 5 ans plus tard, on fait « Ah, voici, elle est bleue, elle est belle, voici ce qu'elle m'a apporté. » Les impacts du yoga dans une vie, ils sont insoupçonnables. Et de toute façon, ça serait un exercice mental que de vouloir... les visualiser avant, plutôt que de la pratiquer. Oui, puis c'est vraiment le défi aussi du débutant, quand on commence quelque chose, une nouvelle activité, là on parle du yoga, mais d'arriver avec l'esprit du débutant sans attendre, sans vouloir le résultat rapidement, de dire que c'est pour le reste de notre vie, qu'on va cheminer, puis encore, c'est sûr, moi je sais que j'ai pas fini de voir fleurir toutes ces fleurs que le yoga me permet de voir grandir et de nourrir. Alors, allons-y tout de suite. Je vais les écrire parce qu'on va faire des liens, puis vous allez pouvoir avoir ça de façon visuelle. On va éviter d'y aller en sanskrit. On va vous les dire en sanskrit, mais je vais les... Qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors, je vais vous dire premièrement quel est le premier Ashtanga. Donc, Ashtanga, ça veut dire 8 membres. Le yoga, on peut le voir comme à 8 pétales, ou à 8 couches, ou à 8 bras, à 8 membres. Il y a plusieurs façons d'interpréter ces Ashtangas-là. Aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait se concentrer sur une vision qui dit que ce sont des couches et qu'il est bien de résoudre une couche avant de passer à l'autre, disons. C'est pas obligatoire,
mais c'est intéressant de le voir ainsi. Donc, il y a plusieurs façons, je me répète, plusieurs façons de l'aborder. Juste pour aller dans l'esprit du yoga, qui des fois, on peut avoir, qu'il y a des paradoxes. Donc, je vais faire du pouce sur ce que Pierre-Luc dit. En même temps, c'est pas parce qu'on n'a pas résolu la première chose qu'on peut pas être centré. Tout est interrelié aussi. Ouais. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Donc, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 1, 7, 4, 3, 8, 5, 2. Donc, comme quoi on peut mais dire il y a quand même un ordre cohérent, effectivement. Ouais. Alors, commençons avec yamas, qui veut dire action, et ce sont les règles de vie sociale. Souvent, on entend que si on veut être aimé des autres, il faut s'aimer soi-même. Ici, les Ashtangas proposent un peu l'inverse, c'est-à-dire si on n'arrive pas à trouver sa place dans le clan, la famille, le groupe, ça va être difficile après ça d'avoir une relation saine et simple avec soi-même. Alors, l'être humain est un être social, on se fixe des règles ensemble, des principes qu'on respecte pour avoir une harmonie dans le groupe. Ces yamas-là, donc ces règles de vie sociale-là, on y reviendra. Il y en a 5. On va commencer par expliquer les 8 membres du yoga, puis on reviendra précisément sur les 5 règles de vie sociale. Une fois, puis on pourra faire une métaphore, disons, avec un cours de yoga. Je suis entouré de gens auxquels je peux me comparer, envier, etc. Donc, on a la chance de pratiquer ces règles de vie sociale-là dans la classe de yoga. Oui, je me permets. La première séance de yoga, quand on arrive, puis par exemple, on arrive juste à l'heure, puis qu'on est le dernier arrivé dans la classe, puis il y a déjà 15 personnes au tapis, déjà, là, on voit que le social est important. Donc, c'est la première étape où les premiers défis vont être sociaux, où est-ce que je me place, j'ai-tu une place, il reste juste une place en avant. De toute place? façon, quand tu arrives le dernier, tout le monde s'est assis au fond. Fait que le dernier, c'est son premier cours, lui, c'est en avant. Fait qu'une fois que tu es assis sur ton tapis, puis que le professeur commence à te parler, exemple, ou une fois que tu as pris ta place dans ceci, là, tu commences à réaliser ou avoir l'espace pour penser à toi. Donc, la deuxième pétale, la deuxième étape, c'est les propositions des règles personnelles. Pierre-Luc, comme il l'a dit, on va y revenir dans les détails un peu plus avec les règles personnelles ensuite. Ouais. Donc, ça, c'est niyamas, qui veut dire un peu non-action, les règles de vie personnelle. Il y en a 5 et, comme elle dit si bien lui, on y reviendra. La troisième pétale que la plupart connaissent, le yoga, c'est quoi? C'est des postures, c'est des étirements, c'est des renforcements, prendre soin de notre corps. Si on veut aller à la prochaine étape, par exemple, pas par exemple, mais la prochaine étape qui est les respirations, il faut que le corps se tienne, il faut qu'on respecte ou qu'on retrouve une posture adéquate qui est digne de notre corps, qui est digne de l'humain, avant de vouloir jouer avec la respiration. C'est la prochaine, je viens de le dire. Si mon corps est tout affaissé, tout replié, j'ai une mauvaise posture, puis je commence à vouloir me connecter à ma respiration, puis la modifier, jouer avec ma respiration, il va y avoir des conflits, ce ne sera pas cohérent. Donc, on est mieux de travailler le physique. Après, on ira dans la respiration. Bien qu'après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des exceptions. On pourrait aussi s'allonger directement au sol. Là, on n'a plus besoin de... Notre corps, il va se détendre. Ou, il va peut-être encore rester des tensions, mais bon, là, la respiration, on pourrait s'amuser ou jouer avec la respiration ou travailler la respiration sans faire les postures. Mais disons qu'un et l'autre vont s'entraider. C'est sûr que si, admettons, j'ai un gros conflit avec mon voisin, qui reste toujours dans ma tête parce que je ne suis pas capable d'avoir une certaine pureté dans mon mental. Et que je mange trop, peut-être parce que j'ai le conflit, m'amène à trop manger. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Je n'ai pas fait le ménage dans ma vie ou ces choses-là. Que j'ai des grosses tensions à la nuque, que le simple fait de me coucher au sol me donne mal dans le bassin, tout ça. Donc, mon corps n'est pas en ordre. Ça va être très difficile de se concentrer sur la respiration. Il y a plein de pensées qui vont apparaître dans ma tête. Je vais être déconcentré par mes conflits, mon corps, etc. Même au niveau physique, mon diaphragme va être peut-être contracté, donc il ne pourra pas aller se détendre puis bouger librement dans les respirations. Oui. Donc, respiration, je ne l'ai pas dit, mais donc posture, c'est asana en sanskrit. Respiration en sanskrit, c'est pranayama.
ce qui veut dire rétention et souffle. Alors, on va à la fois faire des rétentions de souffle, respirer tranquillement en rapetissant le flux d'air, en contraignant le flux d'air qui va passer dans les poumons, mais aussi en faisant la rétention de l'esprit sur la respiration. Donc, l'esprit va rester concentré sur la respiration. Ce qui nous amène au prochain Ashtanga, la concentration. Retrait des sens. Oh, c'est vrai, retrait des sens. Merci. J'en ai sauté un. Pratyahara. Pratyahara. Donc, le retrait des sens. En faisant mes postures, admettons, je vais avoir une douleur aux ischio-jambiers, mais est-ce que dès que j'ai mal derrière la jambe, je dois arrêter de faire des postures? Non, je dois me séparer de cette douleur-là pour persévérer. Aussi, si j'ai une dépendance physique, que ce soit, disons, à l'alcool, à la nourriture, au sucre, est-ce que je vais pouvoir continuer d'avancer puis grandir dans le bon sens? Ça risque d'être difficile. Alors, il y a plusieurs appels de notre corps, de notre physique, desquels on doit se retirer parfois. Ça va? Ça le dit? Et concentration ensuite. Donc, quand par exemple, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, j'ai pas trop de conflits, ça va être plus facile d'être concentré. Donc, de travailler la concentration ou d'avoir une bonne concentration. Oui, admettons, je veux méditer, mais si je n'ai pas la capacité de m'asseoir convenablement, je n'arriverai pas à me concentrer, je vais juste penser à mon bas de dos qui tire. Si je n'ai pas un contrôle sur l'énergie, parce que qui dit respiration dit énergie, je n'arriverai pas à faire le calme dans mon esprit si je suis dérangé par un bruit. Un retrait des sens, c'est aussi ça, c'est l'oreille. Donc, si j'entends un camion puis que ça me fait capoter, je n'arriverai pas à me concentrer. Donc, je me suis retiré de mes sens, dont l'ouïe, admettons, ou l'odeur, peu importe. Et puis là, une fois que tout ça est réglé, je peux arriver à me concentrer. Si un autre exemple de la concentration, si je travaille puis j'ai mal dans le dos, ça va être difficile, ça va jouer sur mon niveau de concentration aussi. Absolument. Quand on dit après ça, quand on arrive à être concentré un certain temps, où la concentration va nous amener vers l'état de méditation. Donc, des fois, on pense méditation, c'est le prochain Ashtanga. Méditation, c'est des techniques. En fait, c'est plutôt un état. La concentration, on peut avoir des techniques. Donc, on se dit, il y a toutes sortes de techniques. On se concentre sur la respiration, on se concentre sur un objet, on se concentre sur un mantra, sur une phrase qu'on se répète. Ça va nous aider à aller dans l'état de méditation. Voilà. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que j'ai rajouté des petits points pour indiquer que, encore là, ça dépend de l'interprétation. Selon les livres, ça peut changer. Mais il y a certaines personnes qui nous proposent les 2 derniers Ashtanga comme étant un peu un résultat de ces trucs-là qui sont plus dans l'action, l'effort, c'est volontaire. L'observation, c'est ça. Le cheminement. C'est ça. Donc, il y a quelque chose qui est volontaire. Donc, une fois que toutes ces choses-là ont été travaillées, il y a des exercices pour chacune de ces membres-là. Une fois que les exercices ont pris leur place, on commence à faire effet, cet effet-là, ça va être la disponibilité à la méditation. Des fois, je me souviens, j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui me disait, alors si j'ai un conflit ou si je suis très stressé ou si j'ai le trac, je peux aller méditer. Je veux dire, bonne chance. Si tu médites après t'être chicané, t'es fort, t'es vraiment fort. Plutôt, règle ces choses-là, puis tu as beaucoup moins de chances de te chicaner, tu as beaucoup moins de chances de vivre le trac, puis là, tu vas pouvoir facilement avoir accès à l'état de méditation. Je pense que c'est aussi dans l'utilisation du mot juste ou de conscience de c'est quoi la méditation, parce que après on pourrait dire, OK, j'ai un conflit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me retirer les sens par la concentration. Donc, je vais aller m'asseoir, puis je vais me concentrer sur ma respiration, qui va être la respiration et la concentration, puis en même temps la posture. Ça va m'aider, puis ça va peut-être m'amener dans l'état de méditation, puis ça va me faire cheminer sur mon conflit. Mais disons que
ça me fait penser, quand j'étais ingénieure, pourquoi j'ai arrêté, entre autres, parce que je trouvais que je sentais que j'allais trouver des solutions à des problèmes qui, à la base, pourraient être évités. Donc, qu'est-ce qu'on veut alors? Bien, c'est de travailler la conscience pour pas créer ce problème-là. Donc, est-ce que je peux ne pas entrer en conflit avec mon voisin, avec mes collègues? Est-ce que je peux revenir à ces règles personnelles et sociales, régler ça? Puis ça va être plus facile après ça de vivre avec plus de concentration. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine logique d'étape. Parce que c'est ça. Donc, je nous ramène vers les règles sociales et personnelles qu'on va détailler dans un instant, qui sont super importantes puis qu'on sous-estime l'impact d'aller à la source, finalement. Je trouve que ça, c'est vraiment à la source, c'est la terre, c'est la racine. Créer un milieu qui va être fertile pour pas aller à se créer des tensions nocives pour nos C'est très préventif. Ouais. Avant d'y revenir, on termine, puisqu'on a dit qu'il y en avait 8. Il reste le samadhi. Samadhi. Comment on traduit samadhi? Alors, il y a plusieurs interprétations. On peut dire c'est l'éveil. Là, en même temps, l'éveil, c'est un peu, c'est flottant, on va se mettre à flotter. Non, pas vraiment. Ça peut aussi être interprété par la pleine conscience. La pleine conscience? J'aime bien la plénitude. La plénitude, OK, d'accord. J'embarque dans ta plénitude. Donc, être en paix avec ce que la vie nous propose. Plénitude. Définition de plénitude? Bien, c'est de sentir que on manque de rien, que le moment présent nous suffit. Alors, je ne suis pas dans le désir de gagner plus d'argent, de manger plus, je ne suis pas dans le désir d'être plus aimé, je ne suis pas dans le désir de performer davantage. Le moment présent me suffit pleinement. Je suis plein de bonheur. Et puis, moi, dans le fond, la plénitude, c'est pas nécessairement de gambader avec des licornes roses. Ça peut être aussi dans le cadre d'un accrochage entre deux autos dans un stationnement. Est-ce que j'arrive à accepter l'autre dans ses erreurs? Est-ce que j'arrive à me contrôler? Pour ça, bien, je peux simplement prendre une bonne respiration avant de m'adresser à l'autre, me retirer de mon sens de l'ego. Puis voilà, donc évidemment, là, je donne un exemple extrême, mais c'est pour dire que c'est pas nécessairement en méditant sur le bord d'un ruisseau que je vais aller chercher cette plénitude-là. C'est simplement, je fais la vaisselle et je ne suis pas dans le conflit intérieur, conflit avec mon corps. Je ne suis pas en train de dire « j'haïs ça, faire de la vaisselle ». Non, ça va bien. Je suis plein du moment présent et ça me convient très bien. Oui, puis tout ça est très vivant aussi, hein? Donc, on peut sentir un instant en plénitude. Oh! La semaine d'après, l'heure après, il y a quelque chose qui se passe, il y a un changement, puis là, on est tous, on est éphémères. L'humain, je pense qu'il y a très peu de personnes sur ce monde qui sont toujours dans la plénitude et dans l'éveil. Moi, je pense que c'est peut-être un but à atteindre, mais en même temps, je pense que ça peut être aussi des instants dans notre vie. On vous parle de ça, mais on n'est pas en train de... Ça, c'est comme... Pour nous, c'est des guides, ce sont des guides. Puis ça me fait penser, cet été, il y avait plein de choses qui nous arrivaient. C'était vraiment... je pense que je pourrais dire que j'étais dans une... Je l'ai pogné, la plénitude cet été. Là, l'automne qui s'en vient, la vie qui se remet à bouger dans différentes directions. Avec plus de relations sociales, avec le changement de saison, toutes sortes de choses qui se passent. Là, je me sens un petit peu plus fébrile. Donc là, ça revient à me dire, OK, qu'est-ce que je dois retravailler? En tout cas, tout ça pour dire que c'est très vivant et d'être un observateur, de prendre le rôle d'observateur dans notre vie, mais aussi, c'est sûr que c'est super intéressant quand on est deux à pouvoir aussi se guider. Moi, j'apprécie quand que Pierre-Luc il me dit « Oh là, quoi? » Puis ce qui est fun avec ça aussi, c'est que ça nous donne du vocabulaire. Tu sais, on pourrait discuter longtemps de pourquoi on a ce tel conflit avec telle personne, mais des fois, ça peut se résumer en un seul mot. Ça tient. Donc, la véracité, chose qu'on va explorer tout de suite. Alors, revenons à donc règles sociales, règles personnelles. On peut les séparer en... Oui, en 5. On les écrira. Est-ce qu'on les écrit? Non, on les écrira pas, puisque de toute façon, c'est des mots en sanskrit, puis
chaque mois, on s'inscrit, on va vous en parler en masse, alors ça ne rentrerait pas nécessairement. Donc, le premier YAMAS, donc règle de vie sociale, c'est AIMSA, la non-violence. Alors, ça peut simplement se manifester par la communication non violente, la bienveillance, le végétarisme aussi, puisqu'il faut quand même lui faire violence à ce petit veau pour pouvoir le manger par la suite. Alors, de vivre dans un état d'esprit où est-ce que jamais on ne veut agresser l'autre personne de quelque façon que ce soit, ou l'animal, ou la nature. On est dans la non-pollution aussi. C'est bon. C'est bon. AIMSA, la non-violence. Puis on va voir aussi que c'est très... ça utilise beaucoup la négation, ces choses-là. J'aime ça, moi, parce que on est dans la soustraction. On n'est pas en train de dire « partage », ce qui est très bien. On est en train de dire « ne vole pas » ou c'est ça. Il faut enlever des illusions plutôt que de se rajouter des défis. Alors, j'allais dire le deuxième yamas, la véracité. Alors, si tu, dans ce que tu viens de la façon que tu viens de dire, ce serait ne pas mentir. Ne pas mentir, oui. Donc, bref, on joue avec les mots, là, mais la véracité, donc être honnête. D'abord, être honnête avec soi-même, donc de ne pas avoir peur, d'exprimer les élans, les idées, mais aussi avec les autres. Puis des fois, le mensonge, bon, on le sait, il ne faut pas mentir, mais des fois, le mensonge prend une tournure où qu'on pense que c'est pas mentir parce qu'on ne dit pas nécessairement, où on retient de l'information, mais C'est pas qu'on dit le contraire de la vérité. Je ne sais pas si je vais à la même place que toi. C'est pas qu'on dit nécessairement le contraire de la vérité, c'est qu'on exagère un peu. C'est ça que tu voulais dire? Ah, hein? ça pourrait être aussi. Ben, en tout cas, excuse-moi. Moi, ce que je voulais dire, de ne pas dire quelque chose, d'éviter de dire quelque chose, bien, c'est aussi... de ne pas être vrai. Tu sais, des fois, je ne dirais pas ça parce que peut-être que je vais la troubler, je vais déplaire ou je vais créer peut-être un conflit. Mais en fait, c'est d'assumer si on a vraiment quelque chose à dire, de le dire. Mais c'est sûr que... C'est sûr que ça peut avoir un impact. Mais avec le temps, on se rend compte, je pense qu'à long terme, l'impact est plus faible quand on use de véracité que si on ne dit pas la chose. Et puis là, c'est plus sournois. À long terme, ça va faire le bordel. Quand on dit la vérité avec bienveillance, tu sais. Donc si on revient avec AIMSA, donc si on dit la vérité, mais avec une intention de bienveillance, de non-violence, voilà. Alors là, je pense qu'on peut tout dire. Puis je vais revenir à ce que je disais, parce qu'on pourrait en parler très longtemps, mais faisons. Parlons-en très longtemps. On est bien. Le temps passe, par exemple? Là, mais... Oui, c'est correct, Ah oui, c'est vrai, ça passe vite. OK, bien, dans le fond, ne pas exagérer. Ensuite, quand tu racontes une histoire, là, elle m'a dit « Mais là, qu'est-ce que tu fais là? » Alors que la personne n'a pas vraiment dit « Qu'est-ce que tu fais là? » J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Alors, quand on raconte l'histoire, des fois, on a tendance à un petit peu exagérer. Surtout sur une terme de personne que je connais. OK. Brahmacharya, contrôle de l'énergie vitale. Alors ça, c'est un des yamas que je trouve bien important. Donc, d'être conscient de notre énergie. Qui est précieuse. Qui est précieuse. Et de voir nos fuites d'énergie. Donc, parfois, les yamas ou miyamas qui ne sont pas respectés, les règles sociales, les règles personnelles, bien, ils causent des fuites. Donc, notre niveau d'énergie varie. Donc, d'être conscient de son niveau d'énergie, de ne pas non plus aller voler l'énergie de l'autre. T'avais-tu quelque chose à dire? Non, contrôle de l'énergie vitale, dans le fond, c'est... On a la chance d'avoir à chaque jour un peu plus d'énergie que la veille au soir. Alors, c'est précieux cette chose-là. Oui, c'est ça. C'est précieux cette chose-là. Il faut y faire attention. Donc, si je m'active à quelque chose, bien, ça serait le fun que cette chose-là me rapporte aussi de l'énergie. Puis, donc, la colère, c'est une dépense d'énergie vitale terrible. Alors, pourquoi je penserais à mon conflit là, présentement, là, alors que je peux simplement discuter calmement ou faire autre chose. Parigraha, dernier yamas, règle sociale, donc ne pas convoiter l'inutile. Ou ne pas convoiter tout court. Ou ne pas convoiter, oui, c'est Alors, le voisin est plus riche que moi, j'ai aucune raison de convoiter. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il est peut-être bien malheureux, il est peut-être bien heureux, mais c'est pas vraiment important
de convoiter quelque chose d'aussi inutile qu'une marque de char prestigieuse. La pelouse est toujours plus verte chez le voisin. Alors, quand on vit dans un quartier avec des gens qui s'occupent de leur pelouse, ça peut quand même être Un défi. un défi. Ou dans la classe de yoga, la souplesse de mon voisin, ce n'est pas la mienne. Je ne vais pas à convoiter ça. Peut-être que, là, je suis négatif, mais peut-être que la souplesse de mon voisin va y apporter des problèmes physiques éventuellement. Alors, je ne sais pas. Mon Dieu que le temps passe vite. Passons tout de suite au niyamas, qu'on va passer un petit peu rapidement. Les règles de vie personnelle. Sausha, la pureté. La propreté. La propreté. Donc, être conscient de ce qui est bon pour nous. On nous propose plein de recherches qui disent manger ça, manger ci. Donc, d'être conscient de qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc, chaque personne, moi, je pense qu'on a chacun des besoins qui sont différents. Donc, de reconnaître ce qui est bon pour nous, de s'offrir de la bonne nourriture physique, mais aussi de la bonne nourriture, d'aller s'inspirer, de faire d'avoir du plaisir. OK, ensuite, il y a... ah, désolé, le temps passe vite. Il y a Santosha, le contentement, donc se suffire de ce qu'on a. Je le disais tantôt, se suffire du moment présent. On n'a pas besoin nécessairement plus d'argent, mais des fois, on a quand même le goût d'en gagner toujours plus. Tapas, Tapas, la chaleur. la chaleur. On sent la chaleur qui s'active en Pierre-Luc avec le timer qui La passe. pratique, donc faire des exercices physiques, la chaleur, activer la chaleur du corps pour faire c'est ça, entretenir le corps. Svadhyaya. Vas-y, Pierre-Luc, je ça, mon petit cœur. La connaissance des textes sacrés. Alors, avoir des lectures inspirantes, ça peut être même des chansons, des poèmes, des choses qui nous inspirent, puis que, tu sais, des fois, on écoute des tunes, puis on fait que ah, ça m'inspire, bien ça, c'est positif. Et finalement, Ishvara Pranidhana, qui est la foi. Alors, ayez foi en ce qu'on vous dit, ce sont des indications intéressantes. Vous n'êtes pas obligé de les avaler, vous pouvez simplement les mastiquer, mais avoir la foi aussi que d'aller faire ma pratique de yoga, ça va m'apporter du bien-être. Et le lâcher-prise, je vais Pranidhana. Le lâcher-prise contrôlé là, nous amène beaucoup de tension physique, mentale. Lâchons prise, faisons confiance qu'il y a une énergie qui est plus grande que nous, qui nous guide. Ayons foi. Merci. Merci Amélie, merci à vous d'être là. Merci d'avoir passé une belle saison avec nous. Bonne pratique de yoga, bonne vie. Namasté. Prenez le temps. OK, namasté.